C'est parti pour un débrief de Smartech spécial Nice 2 à l'occasion d'un événement tout à fait exceptionnel, le forum InCyber des territoires. Le premier se passe ici où nous sommes délocalisés. Donc on est en Bourgogne-Franche-Comté et on a le plaisir d'avoir avec nous Yves Segui, le préfet de Saône-et-Loire. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Alors, juste un petit rappel géographique pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien la Bourgogne-Franche-Comté. C'est une population de 550 000 habitants. Oui, c'est ça. La région, effectivement, compte une population de un peu plus de 500 000 habitants. Département. Le département. Le département de Saône-et-Loire. Une population de plus de 500 000 habitants. Et voyez-vous, le Creusot est un des spots à la fois industriels de ce département, avec une histoire toute particulière, faite de vicissitudes et de renaissance. C'est le cas actuellement avec la filière nucléaire. Et au-delà de cela, les acteurs du territoire ont saisi, si j'ose dire, l'opportunité au regard de la présence donc en cellule d'un certain nombre d'entreprises, de start-up, de nouer des perspectives en matière de numérique et tout particulièrement en développant la cybersécurité et les attentes que l'on peut nourrir sur ce type de considération. Personnellement, au niveau des services de l'État, j'encourage évidemment cette démarche. Je mobilise tous nos services de sécurité donc, pour investir ce nouveau domaine, cet nouvel espace d'attention quand on traite des sécurités. Et non seulement nous nous livrons à cet exercice en relation étroite avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité informatique, et les services d'information, mais également nous développons un partenariat fait d'information, fait d'encouragement à l'hygiène numérique, un partenariat permettant d'inciter les uns et les autres d'ores et déjà à prendre des dispositions en matière de sécurité numérique. Je suis de ceux qui pensent qu'un territoire qui se développe doit pouvoir aussi offrir dans l'écosystème qu'il présente une dimension de sécurité numérique. Et j'ose même dire qu'il serait judicieux de parler carrément de bouclier numérique. Et nous sommes avec le territoire de la communauté urbaine du Creusot-Monceau, mais avec d'autres également, dans ces dispositions-là, pour offrir à tous ceux qui viennent se développer sur le territoire, évidemment, nombre de services de proximité, mais en plus, une attention, des formations, un encouragement, des moyens particuliers pour être plus résilient et surtout plus fort dans cet environnement qui à la fois présente des potentialités de développement extrêmement importantes en matière de numérique, mais aussi qui nous oppose à un certain nombre de vulnérabilités, de fragilités auxquelles il faut que nous répondions collectivement. Et on voit effectivement que vous êtes très volontaire sur ce sujet, puisque ici se passe donc le premier forum InCyber des territoires. On est avec Guillaume Tissier qui en est le directeur. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors, directeur aussi général de Forward Global, société spécialisée dans la gestion des crises numériques, économiques et informationnelles. Donc InCyber au Creusot, comment c'est venu ça ? Alors effectivement, on a un forum européen à Lille, on a ouvert aussi des éditions internationales à Montréal, bientôt à Tokyo, également aux États-Unis. Et en fait, tout le sujet, c'était de se dire que le numérique est finalement un sujet relativement désincarné, avec ce problème de la proximité finalement par rapport à la fois aux entreprises, par rapport aux citoyens. Et donc le fait d'implanter dans un territoire qui est celui du Creusot, était pour nous essentiel justement pour travailler sur cette notion de proximité, en considérant finalement qu'au-delà de la cybersécurité, le sujet c'est de la résilience, même de la résilience sociétale. Donc il nous manquait ce maillon, cet échelon local. On a aussi avec nous autour de la table Clarisse Maillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérante d'Aérométal, mais vous êtes aussi la présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Saône-et-Loire, la CPME 71, qui joue un rôle actif sur tous ces sujets de protection de cet écosystème. Vous travaillez aussi notamment sur le programme Territoire d'industrie pour le Grand Chalon. Aujourd'hui, il vous semble que tout cet écosystème de TPE, PME est suffisamment en éveil sur ces questions de cybersécurité ? Alors, on aimerait bien, effectivement, qu'elles soient toutes en éveil. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. On a fait justement un petit questionnaire, eu égard au forum cybersécurité.
Et on se rend compte que 83% de nos adhérents n'ont pas la connaissance de ces normes sécurité 1 ni 2. Voilà. D'accord. Donc NIS 1, NIS 2, des directives, la directive pardon, NIS 2, donc qu'il va falloir bientôt mettre en œuvre. Peut-être pas dans toutes les entreprises, et puis ça va prendre un petit peu de temps, mais pour l'instant, ça ne leur parle pas du tout. Pas du tout. Alors la CPME, on regroupe quand même plusieurs secteurs d'activité. Nous regroupons le secteur d'activité de l'industrie, de l'artisanat, du commerce et des services. Et alors, en fonction de tel ou tel secteur, ils sont plus ou moins en avance. Mais j'étais à Paris hier et on parlait notamment avec le président de la Fédération des bars tabac qui nous annonçait qu'eux vont mettre en place l'intelligence artificielle dans les bars tabac. Donc là, il va y avoir du numérique qui va rentrer pour pouvoir contrôler l'âge des personnes qui rentrent dans leur commerce. Et en créant du numérique, mécaniquement, il va y avoir une faille qui va se mettre en place. Des risques supplémentaires. Oui. Donc, ils vont, eux, faire très, très attention sur la cybersécurité. Et puis avec nous, enfin, Pierre Kirchner, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Equance Digital Cyber, donc filiale d'Equance Digital, qui a été créée pour répondre à ces défis justement de cybersécurité liés à la convergence des technologies de l'information qu'on appelle l'IT, mais aussi des technologies opérationnelles qu'on appelle l'OT dans les infrastructures industrielles et critiques. Vous, j'imagine qu'aujourd'hui, dans ces industries, NIS 2, vous en entendrez beaucoup parler. Alors c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Par contre, c'est vrai que tout le monde n'est pas au même niveau. Le fondamental, je pense, dans NIS 2, c'est que ça doit couvrir l'ensemble des systèmes d'information. Et ça, les gens n'en ont pas vraiment conscience. Ça couvre évidemment l'IT de gestion, ça tout le monde comprend bien, mais c'est aussi l'IT dans un bâtiment, l'IT dans une ville connectée, tout ce qui est OT dans des usines. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai apport de la directive, qui devrait sortir, on espère, d'ici fin d'année. Voilà, donc il y a quand même une prise de conscience que les attaques peuvent se faire de partout, quel que soit le système d'information, il faut le protéger. Donc pour moi, c'est une grande avancée pour NIS 2. Ça permet de moins compartimenter où je vais mettre ma sécurité, en se disant que de toute façon, maintenant on vit dans un monde interconnecté et qu'il y en a besoin partout, parce qu'une faille quelque part peut remonter jusqu'à d'autres systèmes d'information. Alors, bon, comme ce n'est pas forcément un sujet avec lequel tout le monde est familier, je propose qu'on fasse quand même un petit rappel sur NIS 2, cette directive donc, qui doit être transposée dans le droit français. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut dire très simplement sur NIS 2 ? Alors, elle n'est pas encore transposée, c'est-à-dire qu'elle est en cours de transposition. Qui doit être, j'ai dit. Projet de loi, pardon. Tout à fait. Tout à fait. Projet de loi adopté au Sénat en première lecture le 12 mars, maintenant à l'Assemblée. Et on a maintenant 3 ans. Alors, on est déjà un peu en retard, hein, soyons clairs, mais ce qui est important, c'est vraiment que cette mise en place, cette transposition soit progressive, pour justement laisser le temps aux entreprises, aux collectivités. L'un des points nouveaux avec ce texte, c'est finalement, d'une part, le scope des organisations qui seront concernées, 15 000 passages de 500 à 15 000 entités. Pour les collectivités, c'est 2500 collectivités qui seront demain entités importantes ou entités essentielles en fonction de leur nature. Et donc, forcément, cette mise en place doit se faire progressivement parce qu'on parle aussi d'entités qui ont très peu de moyens. Quand vous regardez les petites communes, 73% ont des budgets informatiques de moins de 5 000 €. Donc évidemment, quand on parle de cybersécurité, il y a un petit décalage par rapport aux préoccupations. Et c'est la même chose pour les PME et les TPE. Donc il va falloir accompagner. Et je crois que le projet de loi, après le passage au Sénat notamment, maintenant intègre cette progressivité, cet accompagnement, notamment pour les collectivités, qui sera absolument essentiel. Oui, donc ce projet de loi, il est étudié dans un texte plus général sur la cyber-résilience. Hein, et donc on attend sa version pour cet été en France. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi déjà des obligations nouvelles en fait, qui vont s'imposer aux nouvelles entités concernées ? Alors, c'est des dispositions en matière de gouvernance. Avec la mise en place soit d'un responsable, soit d'un référent cybersécurité. Toutes les collectivités ou toutes les entreprises ne pourront pas
avoir un responsable à temps plein. Et donc là, ce qui est important, ça va être la mutualisation des ressources. En matière de gouvernance, c'est aussi évidemment des analyses de risque, de façon à identifier quels sont les points clés, avec cette idée que la résilience nécessite effectivement une prise en compte globale. Ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas sécuriser un bout du système d'information et on ne peut pas simplement sécuriser un bout de la chaîne de valeur. D'où le fait que cette directive intègre notamment le sujet des prestataires, des sous-traitants. Point essentiel. Donc c'est des mesures de gouvernance, des mesures techniques, avec également la mise en place de moyens tels que l'authentification multifacteur, du chiffrement, des moyens de ce type, et puis bien sûr aussi des obligations de notification. L'un des éléments importants... Notification de failles, d'incidents. Voilà. L'un des éléments importants dans notre domaine, c'est vraiment le côté collaboratif. On a des assaillants, des attaquants qui collaborent, qui sont très forts pour ça, et donc il faut évidemment, à l'inverse, pour compenser cette asymétrie du numérique dont on parle souvent, que les défenseurs échangent des informations, collaborent entre eux, fassent preuve d'intelligence collective. Et là, on a encore un peu de travail, et cette loi va nous permettre demain davantage d'échanger sur les menaces, davantage d'échanger sur les incidents, à une échelle locale, nationale, et bien sûr à une échelle européenne également. Donc on peut tous s'en féliciter, mais il va falloir donc forcer un peu la main quand même pour réussir à atteindre ces objectifs. Il y a des sanctions qui sont prévues. Clarisse, vous disiez qu'aujourd'hui pour les TPE-PME, ça reste encore un sujet très très lointain, voire inconnu. Pourtant, elles peuvent faire partie, ces entreprises, des sous-traitants qui seront soumis à ces obligations via les grandes entreprises qui les feront travailler. Tout à fait. Tout à fait, et vous le disiez, effectivement, nous avons une entreprise sur deux qui externalise son service informatique, donc une entreprise sur deux qui a son personnel informatique. On voit aussi des DSI arriver, des DSI externalisés pour venir appuyer les TPE-PME. Et souvent, quand on annonce une réglementation, la TPE la voit aussi comme une dépense à venir, une contrainte qui ne va pas être pas facile à relever. Alors nous, à la CPME, on a mis en place un livret avec l'accompagnement de la gendarmerie et des référents, puisque nous avons des référents sur le territoire qui nous aident au niveau des cyberattaques, mais aussi qu'elles soient virtuelles, qu'elles soient physiques ou mécaniques. Donc on est vraiment aidé là-dessus. Et donc du coup, on va les accompagner aussi sur cette nouvelle réglementation. Monsieur le préfet, vous entendez déjà les inquiétudes autour de vous face à cette nouvelle réglementation? C'est vrai que c'est souvent perçu comme une nouvelle charge. Alors, j'éviterai de parler d'inquiétude. Je pense que nous sommes sur un domaine où il faut faire preuve de pragmatisme et de conviction. Pour ce qui est des collectivités, mais les collectivités à la fois sont directement concernées, mais également animent des territoires et donc nourrissent des relations tant avec l'État qu'avec tous les acteurs des territoires, au nombre desquels trouvent les entreprises. Je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai partage, à la fois un vrai volontarisme dans l'acquisition de connaissances, dans la nécessité de situer, de graduer les risques potentiels auxquels elles peuvent se trouver confrontées. N'oublions pas que les collectivités nourrissent depuis maintenant de longues décennies des capacités réelles de mutualisation, ne fût-ce qu'à travers donc, les intercommunalités, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, les métropoles, donc autant de structures qui, à un niveau ou à un autre, sont capables de porter à la fois de l'ingénierie, des équipements et aussi de diffuser des bonnes pratiques. On peut observer la plupart du temps qu'il y a évidemment, il peut y avoir des fragilités techniques, mais plus encore, il peut y avoir des fragilités humaines, tout simplement parce que les utilisateurs n'ont pas pris les précautions nécessaires d'usage. Et par ailleurs, pour je dirais, considérer le tout, il faut bien mesurer qu'au regard des collectivités en particulier, les failles qui pourraient exister provoquent en général des troubles importants dans les services rendus aux autres. Si on reporte ce constat sur d'autres services qui sont des services essentiels pour notre collectif, il faut évidemment non seulement redoubler d'attention, mais aussi être en capacité de nourrir des capacités de mutualisation, de redondance, permettant par exemple à des hôpitaux de réduire le plus possible les difficultés qui pourraient naître d'une attaque informatique mal maîtrisée ou d'autres conséquences encore. Donc ce travail-là est un travail intense qui doit être mené
par les services de l'État, mais aussi par tous les partenaires qui peuvent être associés à la démarche, c'est aujourd'hui une nécessité. Et si vous me permettez simplement de conclure sur ce point en disant que je pense que ce soit pour les entreprises ou pour les collectivités ou pour l'État, nous sommes prompts à parler de RSE, de responsabilité sociétale et environnementale. Je rajouterai volontiers une lettre complémentaire, le N pour numérique. Il nous est nécessaire collectivement de nourrir cette nouvelle dimension dans cette responsabilité collective. Oui, c'est une question de protection aussi des populations, finalement, ce sujet de cybersécurité. Tout à fait. Dans une société qui est de plus en plus numérique, dans laquelle se déploient les téléprocédures, y compris quand il s'agit d'obtenir des documents de voyage, des titres d'identité, vous imaginez bien que l'identité numérique, que la sensibilité des données personnelles attachées à un nombre de dossiers revêt un caractère extraordinairement important. Si on rajoute à cela que nombre d'actes des collectivités, les marchés publics aujourd'hui sont communiqués à l'instruction ou au contrôle d'égalité par voie numérique. Donc notre société s'est considérablement, et c'est le sens de l'histoire, dématérialisée. Cette dématérialisation est accompagnée d'un certain nombre de mesures de sécurité, mais à l'évidence, et dans ces temps où on rencontre de plus en plus les vertus de l'intelligence artificielle, il faut gravir, il faut franchir des caps complémentaires. Les plus alertes, les plus importants, les plus essentiels pour notre société sont déjà en route vers cette mise en sécurité complémentaire. Et il est notre devoir, tout particulièrement des services que je représente, de multiplier les efforts pour que tous ceux qui ont à en connaître et qui se situent à un niveau moins important pour la société, mais majeur pour la proximité, pour tous ceux qui le servent en proximité, eh bien, il faut que tous ces acteurs-là se mettent en capacité d'agir et de mieux se défendre. Pierre, si on fait un point sur ces risques, parce qu'effectivement, donc, tout aujourd'hui pratiquement est dématérialisé, donc il faut le prendre en compte, il faut prendre en compte les risques inhérents. Vous, est-ce que vous avez le sentiment que, je vous ai posé la question sur la préparation, mais que le nombre de cyberattaques est croissant? Parce qu'on entend des chiffres de manière macro, toujours plus inquiétants, mais d'un autre côté, on se prépare aussi beaucoup mieux dans l'industrie. Quel est votre sentiment? Alors en tout cas, c'est certainement pas en baisse. Ouais. Je pense que c'est même en accroissement, parce qu'en fait, les attaquants sont de plus en plus rodés, arrivent à frapper de plus en plus de monde, et ont des techniques qui s'améliorent de jour en jour. On parlait de l'IA, j'utilise l'IA maintenant d'une manière régulière pour faire du phishing, donc ça c'est ce qu'on voit assez facilement. Et en fait, ce qu'on voit moins quand on est un particulier, ou en tout cas derrière un écran, c'est qu'ils continuent aussi à scanner l'ensemble du web pour trouver des failles, pour trouver des portes d'entrée. Et ça, ils ont des techniques assez redoutables et surtout très très efficaces. Donc, effectivement, il y a de plus en plus d'attaques. Ça cible tout le monde, du particulier à la grande entreprise. Et c'est pour ça que je reviens. Quand vous dites de plus en plus, parce que moi j'entends même certaines industries qui me disent, en fait c'est permanent, c'est constant, c'est un flux constant d'attaques. C'est un flux constant. Ouais. C'est un flux constant avec l'attaque majeure en ce moment, c'est les ransomware. Là, c'est monnaie courante. Il y a on le voit dans la presse. Hein. Tous les jours, il y a des entreprises qui sont à voir. Donc, ce qui apparaît dans la presse, c'est pas l'ensemble. Il faut un peu mieux monitorer ce que les attaquants mettent sur leur site. Et on voit que tous les jours, il y en a de toutes les tailles. Ça peut être des États. Il y a l'État argentin qui s'est fait avoir récemment, et d'autres. Voilà. Donc c'est sans arrêt, c'est n'importe qui, c'est n'importe où. Guillaume, les collectivités sont particulièrement exposées, vous diriez ça? Oui, parce que en fait, il y a des angles morts quand même. C'est-à-dire que les grandes organisations, les grandes collectivités se sont équipés, ont mis en place des dispositifs. Et effectivement, l'opportunisme des attaquants fait qu'ils se sont rabattus vers des sites peut-être un peu plus faciles, que sont les petites entreprises, que sont les plus petites collectivités.
Et donc voilà, l'opportunisme mène à ce sujet, d'autant que la transformation numérique gagne absolument tous les acteurs, que les processus se dématérialisent, et le sujet, il est bien là. Je crois que le sujet, d'ailleurs, il n'est pas que sur la cybersécurité, il est vraiment sur le numérique au sens large. Quand vous parlez, par exemple, de la sécurité des hôpitaux, le vrai problème des hôpitaux aujourd'hui, je dirais que c'est pas la cybersécurité, c'est d'abord le budget numérique et le fait d'avoir des équipements qui supportent la numérisation. Quand vous avez des scanners, des tables radio qui sont de modèles très anciens et que vous avez interconnectés, vous introduisez un risque. Vous pouvez toujours rajouter une rustine, patcher quelque part un peu le problème, mais le vrai sujet, il ne sera pas là. Le vrai sujet, il sera demain d'avoir des équipements, et c'est la même chose dans le domaine de l'OT pour les industriels, c'est d'avoir des équipements qui sont numériquement conçus pour intégrer de la cybersécurité. Donc on est dans cette phase de transition où la cybersécurité est encore trop une rustine qu'on apporte à des équipements numériques un peu obsolètes. Il y a une dette numérique quelque part, notamment pour les territoires, pour les entreprises. Et cette dette, finalement, voilà, on la résout dans le temps. Oui, c'est vrai que dans l'industrie, l'outil, toutes ces machines, en fait, sont pas préparées à parer à des cyberattaques. Alors effectivement, ils sont pas trop préparés. Par contre, il y a une nouvelle directive, la directive CRA, Cyber Resilience Act, qui va aider à améliorer ça avec une obligation de fournir des patchs quand il y a des failles de vulnérabilité, de surveiller ces failles, etc. Donc là, ça va apporter un vrai plus à la cybersécurité. Une obligation du côté du fournisseur. Du fournisseur, Ouais. exactement. Donc c'est quand même assez... je pense que c'est fondamental, autant que NIS 2, sur la cyber-résilience de nos entreprises. Cette dette numérique, effectivement, elle concerne aussi beaucoup les PME. Il y a un sujet de transformation numérique encore, hein, finalement, même avant même de parler de cybersécurité. Oui, alors aujourd'hui, on a quand même pris conscience que nous devions moderniser nos entreprises et la modernisation passe par cette transformation numérique. Donc on a de plus en plus, on parlait d'industrie, dans les industries, des machines qu'on doit télémaintenancer. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette communication numérique avec le fabricant. Et ça crée une faille. À partir du moment où il y a une télémaintenance, où il y a une transmission de données numériques, il y a forcément une faille qui se crée mécaniquement. Alors, pour ne pas faire peur à tout le monde, on peut donc essayer de faire en sorte de le penser par défaut dès le départ. Vous avez évoqué, Monsieur le Préfet, vous avez évoqué l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc qui va piloter cette nouvelle loi. Qui doit donc s'appliquer à beaucoup davantage d'entités et donc beaucoup de collectivités. Comment est-ce que vous allez travailler ensemble ? Ah bien, assez naturellement, d'ailleurs, le préfet que je suis a pour mission de représenter l'ensemble du gouvernement et de ses services donc, sur le territoire. Donc, de fait, il y a une liaison organique, si je puis dire, qui ne posera pas de difficulté. Sur le fond, moi, je pense qu'il faut rester serein. Serein ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas du sujet. Nous sommes dans une société qui va de transition en transition. Je ne sais pas, si on peut bien sûr parler de dette numérique comme on peut parler de dette écologique, voyez-vous, on peut parler, mais je ne stigmatise absolument pas tel ou tel acteur. Je dis simplement que notre société est confrontée à des sujets de temporalité. Et cette temporalité appelle à être gérée, probablement de façon progressive, mais également une temporalité qui demande d'être accompagnée. Et quels que soient d'ailleurs les domaines sociétaux sur lesquels nous intervenons, on voyait bien, il y a nombre de lois d'ailleurs qui portent cette dénomination, qui sont des lois d'anticipation et d'accélération. Donc quand on peut anticiper s'il s'agit d'investir dans de nouveaux équipements en tenant compte des enjeux d'aujourd'hui évidemment, et plus encore de demain, il ne faut pas hésiter, il y a la capacité à accompagner ce mouvement. Et de la même manière, donc, il faut agir pour que ces transitions-là soient vécues comme étant naturelles, finalement, certes à accélérer, mais supportables. On ne peut l'accepter que si c'est effectivement bien compris et perçu comme supportable. C'est vrai pour toutes les transitions, ça l'est évidemment pour la transition numérique. Et l'important étant d'agir plutôt par conviction que par démonstration quand on a malheureusement tel ou tel service, collectivité ou entreprise victime et qui ensuite, la plupart du temps, est amené et confronté à de très grandes difficultés. Vous parlez d'investir. Est-ce qu'on a une idée justement de l'investissement que ça représente aujourd'hui, hein,
de passer à une conformité avec NIS 2, que ce soit vous au niveau de la CPME 111, vous du côté des clients avec lesquels vous travaillez, dans les collectivités. Est-ce qu'on sait l'estimer, ça, Guillaume? Alors, il y a quelques chiffres qui existent, hein. Il y a une étude qui a été faite sur les collectivités par IDAT de mémoire il y a quelques mois qui disait que pour la mise en conformité des 2500 collectivités concernées, entités essentielles ou entités importantes, il fallait sans doute prévoir un budget de 700 millions d'euros par an pour l'entretien ensuite de cette mise en conformité, plus évidemment le sujet du recrutement avec une centaine de millions d'euros de recrutement, ce qui est évidemment énorme. D'autant que les compétences manquent assez largement. Donc le chiffre paraît impressionnant. La vérité se situe sans doute entre 3 et 600 millions, 700 millions d'euros, donc rien que pour les collectivités. Pour les entreprises, on a un autre élément qui est sur la part du budget IT consacré à la cybersécurité, dont on dit qu'elle doit être aux alentours de entre 5 et 10%. Alors évidemment, ça dépend du niveau de maturité. Si on est très faible, ça sera sans doute plus, au moins au début, pour rattraper. Voilà quelques métriques. Je dirais que pour les plus petites organisations, le sujet, c'est vraiment l'hygiène numérique. Et l'hygiène numérique, ça commence par des choses très très simples. Et j'ajoute aussi quelques éléments là sur la prise en compte des victimes, qui est absolument essentielle, notamment au niveau local, avec la mise en place récente d'un dispositif qui est le 17 Cyber, coopération entre le ministère de l'Intérieur et le GIP ACIMA, qui va permettre aux entreprises, aux particuliers, aux collectivités, et qui permet déjà d'appeler un numéro unique pour ensuite être orienté vers le bon acteur, et le tout en coordination avec les CSERC locaux qui ont été montés. Et ça, je pense que c'est un vrai progrès, puisque le sujet, c'est quand même la prise en compte des victimes. Absolument, faites bien de le rappeler. Du côté de la CPME, vous avez commencé à estimer la capacité justement de vos adhérents à se mettre en conformité, ou en tout cas à progresser sur le sujet de la cybersécurité? Alors non, on n'a pas estimé parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs secteurs. Donc en fonction du secteur d'activité, l'appétence est différente pour le numérique et la cybersécurité. Aujourd'hui, on a des secteurs d'activité comme les commerçants qui, par leur caisse enregistreuse, sont obligés aussi de faire attention à la cybersécurité, mais nous n'avons pas évalué le coût. Par contre, effectivement, ils sont très en attente d'un numéro unique, d'un guichet unique leur permettant de faire appel pour, si jamais, en cas d'attaque. Absolument. Il y a le 17 Cyber. Bon, il y a d'autres dispositifs au sein de l'ANSSI aussi pour les PME. De votre côté, les montants qui sont présumés, qu'on doit investir aujourd'hui pour réussir la conformité avec NIS 2, ils font un peu peur? Alors effectivement, ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre des acteurs. Il y a certains qui sont prêts, parce qu'en fait NIS 2, c'est quoi? C'est juste rappeler les bons principes de sécurité, de connaître ses risques, de savoir manager son système d'information avec de l'hygiène, etc. C'est la suite de NIS 1, donc si on s'est déjà mis en conformité avec NIS 1. En fait, c'est le cycle classique de cyber, avec de la résilience au bout. Donc ceux qui sont prêts, ça ne va pas leur coûter grand-chose. Les autres, ils ont tout à faire. Donc commencez par connaître les risques et d'avoir une bonne hygiène. Je pense que c'est les 2 points clés. Merci beaucoup à tous pour vos conseils, vos éclairages. Chacun, vous avez apporté quelque chose, je pense, d'utile. Monsieur le préfet de Saône-et-Loire, Yves Segui, Guillaume Tissier, directeur général du forum InCyber, Clarisse Meillet, donc présidente de la CPME 71, et Pierre Kitchener, directeur des courses digitales cyber. Merci beaucoup.